a trois protagonistes. D'abord, Vitali Pavlyuchenko, l'accusé qui a braqué une bijouterie scarbecoise. Ensuite, avec son complice, dit le Tchèque, qui a tiré sur le troisième protagoniste, Elie Robert, bijoutier de la boutique cambriolée. Et le Tchèque a réussi à s'enfuir. Monsieur le Président, messieurs les jurés, je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre ce qu'il reste de la vie d'Elie Robert et de ses enfants, Julie, âgée de 5 ans, et Mathieu, l'aîné, âgé de 11 ans. Ceux-ci doivent désormais se débrouiller seuls et payer cher, très cher, peut-être même trop cher, le crime de Vitali Pavlyuchenko. Que vont devenir maintenant ces enfants, privés de l'amour et de la tendresse de leur père, qui représentaient tant à leurs yeux? Alors, vous me direz que le temps fera son œuvre et qu'il effacera de leur mémoire d'enfant le cauchemar du meurtre de leur père? Eh bien non. Sachez qu'ils devront supporter à jamais le poids de son absence. Qu'à jamais ils devront supporter le souvenir atroce qu'aucun enfant sur terre ne mérite d'avoir. Le souvenir abominable qu'aucun enfant sur terre ne devrait avoir. Le souvenir de mort que Vitali Pavlyuchenko leur inflige, et ce pour toujours. Je vous demande, messieurs les jurés, de ne pas oublier qui était la personne d'Elie Robert. Elie naquit le 5 mai 1965 à Uccle. Il fit des études de comptable et apprit l'art du métier grâce à son père, qui consacrait énormément de temps à l'éducation de son fils unique. Finalement, en 1994, ses parents lui cédèrent la bijouterie familiale. N'oubliez pas, messieurs, qu'Elie était un père attentionné, un homme bon, un homme juste, un homme généreux qui aimait la vie. Un homme qui aimait tant la vie qu'il fut prêt à la défendre jusqu'à son dernier souffle. Car c'est bien pour cela que nous sommes tous réunis dans ce lieu, empreints à la fois d'émotion, de tristesse, mais aussi de justice. Il vous incombe la lourde tâche, non pas d'écraser l'accusé Vitali Pavlyuchenko, non pas de lui pardonner, mais bien de le juger comme vous jugeriez n'importe quel citoyen belge qui commettrait un crime de sang. Car c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. Il est question de savoir quand l'accusé sera-t-il enfin responsable de ses actes? Quand répondra-t-il? Quand les assumera-t-il? N'est-il pas temps, messieurs, qu'enfin justice soit rendue? Je vous rappelle que cet homme, Vitali Pavlyuchenko, qui depuis qu'il a 10 ans vit en Belgique, va à l'école à Bruxelles et côtoie d'autres jeunes de son âge, a pourtant décidé, ce mardi 5 février 2013, de prendre non seulement la vie d'Elie Robert, mais également d'anéantir la vie de plusieurs autres. Voilà pourquoi je vous demande, messieurs, de déclarer Vitali Pavlyuchenko coupable du chef d'accusation de meurtre commis pour faciliter le vol, puni de la réclusion à perpétuité par l'article 475 du Code pénal. Messieurs, il me semble nécessaire que nous nous penchions sur les faits. Laissez-moi donc vous relater les événements de ce mardi 5 février 2013. Aux alentours de 15 heures, heure à laquelle les enfants sortent de l'école, leurs parents les attendant à la sortie, l'accusé ici présent ainsi que son complice, dit le Tchèque, décide de franchir le seuil de la bijouterie. Que dis-je? Le seuil de l'illégalité. Ils décidèrent de franchir le seuil d'un avenir malheureux, d'un avenir qui attend chaque meurtrier. Messieurs, il me paraît primordial que vous cerniez bien la situation de ce jour noir qu'a connu la famille Robert. Elie, désemparé, incapable de réagir, voit deux hommes, chacun armé d'une batte de baseball, pénétrer de force dans sa bijouterie, en brisant la porte d'entrée. Bijouterie où sont déjà présents 3 clients, une vieille dame, accompagnée de son petit-fils, ainsi qu'un trentenaire. Impuissant, il assiste à la scène. Les deux hommes, d'un ton ferme et menaçant, les enjoignent de rester immobiles. Le temps pour eux de s'emparer des bijoux, et leur assurant que s'ils obéissent, ils ne leur feront aucun mal. Car faire du mal, ou plutôt faire le mal, ils l'ont décidé, je vous l'assure, dès le moment où ils sont pénétrés dans la bijouterie. L'avertissement ainsi donné, ils s'empressent à l'aide de leur batte de baseball de briser les vitrines des présentoirs.
s'en prennent le plus de bijoux possible, de préférence ayant le plus de valeur, évidemment. S'attaque au suivant lorsque le précédent est littéralement dépouillé de son contenu. Il vide en précisément 5 minutes la quasi-totalité des biens présents dans la bijouterie de la victime. Bijoux dont nous avons ici les photos que j'aimerais faire parvenir au membre du jury, afin qu'ils cernent bien de quel type de bijoux nous parlons et de ce qui a été dérobé à Élie Robert. 5 minutes de braquage. 5 minutes. C'est long, n'est-ce pas? Ce sont exactement les 5 minutes que je viens de vous prendre pour mon réquisitoire. Mais ce sont également les 5 longues minutes pendant lesquelles les témoins du pillage ont assisté à un assaut méticuleux, précis, bien rodé de la bijouterie. Comme s'ils avaient répété encore et encore cet exercice avant de passer à l'action. Toutefois, revenons-en au comportement de l'accusé. Les présentoirs ainsi vides, mais les deux comparses toujours insatisfaits du butin, leur soif de bijoux étant insatiable, la décision est vite prise de réclamer le contenu de la caisse au malheureux Élie Robert. Vitali Pavlochenko va se poster en faction entre la porte d'entrée et les témoins effrayés, entassés dans un coin, tentant tant bien que mal de se protéger de ces deux intrus. Le Tchèque, lui, se rapproche d'Élie Robert et lui hurle de lui remettre la recette du jour. Élie, terrifié, enclenche l'alarme, sort son revolver qu'il a acquis en 2007, suite au second vol à main armée dont il a été victime. Il sort son revolver et tire 2 coups de feu. Un premier en direction du Tchèque et un second en direction de Pavlochenko, resté donc près de la porte d'entrée. Seulement, messieurs, il me semble important de souligner auprès de vous que ne s'étant jamais servi de cette arme avant, et sous le coup de la panique la plus totale, sa vie étant menacée par ces deux individus armés, Élie ne pouvait réellement s'attendre à atteindre l'une de ses cibles. Il ne pouvait réellement s'attendre à tirer droit et juste. Non, messieurs, il ne s'agissait que d'un acte désespéré, d'un homme dont la vie était menacée. C'est d'ailleurs mal connaître le Tchèque qui, profitant du désordre de la pagaille, s'approche discrètement d'Élie Robert, discrètement, se place à 1 mètre de lui, sort son arme restée cachée sous sa veste depuis le début, lève le bras, vise bien droit et tire 2 coups de feu en direction d'Élie Robert, à bout portant. La première balle termine sa trajectoire en pleine poitrine, l'atteignant en plein cœur. La deuxième finit entre ses 2 yeux. Des yeux qui plus jamais ne verront les rayons du soleil. Des yeux qui plus jamais ne se poseront ni sur Julie, ni sur Mathieu. Des yeux condamnés à rester fermés ad vitam aeternam. Il est plus ou moins 15h, 7 minutes et quelques secondes lorsqu'Élie Robert inspire, puis expire pour la dernière fois dans sa vie. Il est là, étendu, immobile, mort, baignant dans son sang, les bras dans une position étrange, une position de mort, le regard vide, le regard apaisé. Il est là, mort, étendu au sol, et pourtant il semble en paix. Contrairement à M. Robert, le Tchèque ne s'attendait pas à rater sa cible, lui. Il ne s'attendait pas à rater son objectif, lui, et il n'a pas attendu plus de 5 minutes avant de sortir son arme, lui. Car le Tchèque sait manier une arme, a déjà tiré à l'entraînement, et s'est muni de cet engin de mort dans le but de s'en servir s'il le devait. Le devoir, il l'a dû, et s'en servir, il l'a fait. Tout à coup, la situation s'aggrave pour les deux amis. Ils sont conscients de ce qui vient de se produire, de ce qu'ils ont fait se produire. Ils sont conscients de ce qu'ils ont infligé à ce pauvre homme, désormais étendu, mort derrière ce comptoir. Ils s'échangent des mots virulents en langue étrangère, et chacun muni d'un sac rempli de bijoux s'empresse de prendre la poudre d'escampette. Les témoins, encore choqués par ce meurtre, racontent qu'au passage, le Tchèque menaça, arme à la main, les témoins présents en des termes qu'ils ont décrits lors de l'instruction comme étant lourds de sens. Prononcés
avec un accent que je vais d'ailleurs m'efforcer d'imiter, pour que vous compreniez bien la situation dans laquelle se trouvaient les victimes. Ainsi, le Tchèque, arme à la main, le canon encore fumant, regardant les témoins droit dans les yeux, leur hurle: vous, rien vu, rien dit. J'aimerais faire parvenir au jury la photo du cadavre d'Élie Robert, ainsi que j'aimerais faire parvenir au jury d'une douille et de l'arme du crime. Dans les minutes qui ont suivi leur fuite, Vitali Pavlochenko se fit intercepter par la police à seulement 500 mètres à peine de la bijouterie. Malheureusement, le Tchèque, lui, court toujours. Alors, certains vous diront que seul le Tchèque avait connaissance de l'arme, que Vitali ne connaissait pas l'existence de ce 9 mm. S'il vous plaît, messieurs, oubliez cette fourberie, oubliez cette tromperie. Vitali connaît le Tchèque depuis maintenant 7 mois. Ils se sont fréquentés régulièrement pendant cette période, ont fréquenté les mêmes personnes peu recommandables, les mêmes endroits aux mœurs légères. Ils ont fréquenté les mêmes envies d'argent facile, les mêmes idées pour tenter d'y parvenir, et finalement, les mêmes projets concrets pour y arriver. Non. En réalité, il n'existe aucun doute possible quant à la connaissance préalable par Vitali Pavlochenko de l'existence de l'arme et de sa possession par le Tchèque. Ils étaient tous les deux préparés à tout faire pour arriver à leur fin. Ils étaient préparés à tuer s'ils le devaient. Tels sont les faits, messieurs, que vous avez appréciés. Alors peut-être je pourrais m'en tenir là et vous laisser le soin de conclure. Mais je me dois de vous rappeler l'importance de la mission que la justice vous a confiée. De la mission qui désormais est la vôtre. Cette mission pour laquelle vous avez été tiré au sort, ou plutôt pour certains, élus par la Providence. Je ne vais pas vous mentir, pour rien au monde, je n'échangerai ma place avec la vôtre. Le rôle du représentant du ministère public que je suis, l'État et le système judiciaire que je représente, tout cela n'est rien sans la participation du citoyen à la dernière prise de décision dans un procès d'assises. Il n'est rien sans la participation du jury, il n'est rien sans votre participation, messieurs, il n'est rien sans vous. C'est pourquoi je vous en conjure, je vous implore, messieurs, lorsque vous irez vous isoler pour délibérer, oubliez pour un temps les belles, les éloquentes paroles que vous allez entendre de la part de la défense. Placez-vous en la présence des faits du procès, qui dans cette affaire parlent d'eux-mêmes. N'écoutez pas le bruit de dehors, le bruit des médias, quels qu'ils soient, qui n'ont pas à avoir accès dans ce lieu. Relisez la belle formule de votre serment et revenez ici avec le verdict d'homme juste, le verdict d'homme bon, le verdict d'homme qui ne laisse pas les pulsions du cœur voiler la raison de leur conscience. Je vous en conjure, messieurs, revenez ici avec le verdict qui, j'en suis sûr, sera le vôtre et celui de votre morale, mais sera également celui de la culpabilité de Vitali Pavlochenko pour le meurtre dont il est responsable. On vous a maintenant promis le plaisir délicat d'entendre le grand orateur du barreau bruxellois, Maître Saadi, que l'accusé a appelé à son aide.